On va en venir aussi également à ce grand sujet toujours de tension, et les mots sont faibles, autour du pétrolier battant pavillon russe et qui a été arraisonné par les Américains. On va voir dans un instant comment les Russes réagissent. Mais d'abord, les toutes dernières informations, les dernières images, les dernières révélations, toujours les grands mystères également. On y voit plus clair avec vous, Xavier de Giacomoni. De nouvelles images qui permettent de mieux comprendre le point sur ce que l'on sait. Xavier. Voilà les seules images d'ailleurs que nous ayons pour le moment, à part celles qui ont été tournées depuis le pétrolier, qui sont aussi intéressantes. On voit au premier plan le bâtiment des US Coast Guard. Il faut savoir que ce bâtiment est placé sous la responsabilité du ministère de l'Intérieur aux États-Unis en temps de paix. Ce n'est pas un bâtiment de guerre à proprement parler. Nous sommes donc en présence d'une opération de police. Sur le plan large, on voit que ce bâtiment possède une plateforme à l'arrière. Là, ça va être un peu difficile. La plateforme est ici. Elle peut accueillir un hélicoptère qui a certainement servi à débarquer des hommes pour prendre le contrôle de ce pétrolier. On voit que là, les deux bâtiments sont en route vers une destination qu'on ne connaît pas pour le moment. La plateforme, voilà, je vous l'indique ici, elle peut sans problème accueillir un hélicoptère. C'est fait pour. D'ailleurs, ce bâtiment embarque fréquemment des hélicoptères, notamment de sauvetage en mer. Destination inconnue, mais en tout cas, le pétrolier est largement sous contrôle des forces américaines. On va voir justement, voilà, la photo qui a été prise depuis le bâtiment. Cet hélicoptère serait, d'après les spécialistes, un MH6. C'est un tout petit hélicoptère extrêmement maniable et pour cette raison, il est extrêmement apprécié des forces spéciales américaines, notamment les Navy Seals. Vous savez, ce sont eux qui ont éliminé Oussama Ben Laden, mais on ne sait pas formellement si ces forces ont été engagées pour prendre le contrôle du pétrolier. On sait aussi que la Royal Navy britannique a participé à cet arraisonnement. Un pétrolier ravitailleur est arrivé pour aider les forces américaines. Et des avions de surveillance ont constamment surveillé le pétrolier sur sa route. Alors, pour les Américains, aucun doute, vous allez l'entendre dans la bouche de Caroline Leavitt, c'était un vaisseau fantôme, il fallait l'appréhender. Encore une fois, il s'agissait d'un vaisseau fantôme vénézuélien qui transportait du pétrole sous embargo. Le vaisseau a été jugé apatride après avoir hissé un faux pavillon et a fait l'objet d'un ordre de saisie. C'est pour cela que l'équipage fera l'objet de poursuites. Vaisseau fantôme de la flotte vénézuélienne et non pas de la flotte russe. Et pourtant, qu'est-ce qu'on apprend? Nous apprenons que le propriétaire de ce bâtiment, Ilya Bouguet, est originaire de Crimée. C'est un homme d'affaires qui a toutes ses entreprises marines, notamment de transfert de pétrole, dans tous les compartiments de ses activités enregistrées en Russie. Donc il y a bien un lien avec la Russie. Mais il y a aussi un lien avec le Hezbollah, un lien avec les Houthis, un lien évidemment avec l'Iran, d'où est parti au mois d'août le bâtiment. Et tout ça, pourquoi? Pour trafiquer du pétrole au profit du Hezbollah et des Houthis. Et je le disais, il reste des zones d'ombre, il reste pas mal de mystères en réalité dans cette affaire. Beaucoup de mystères. D'abord, qui sont les marins à bord de ce bâtiment? Difficile d'y voir clair. Il y aurait peut-être des Russes, peut-être même une grande partie de l'équipage serait ukrainien. Il y aurait aussi des Géorgiens. Et d'ailleurs, sur la présence des Russes, c'est Sergueï Lavrov qui nous a donné un indice, un début de réponse. Le ministre des Affaires étrangères nous indique que la Russie exige que les États-Unis garantissent un traitement humain et digne des citoyens russes à bord du navire Marinera et respectent leurs droits et intérêts. Ce sont donc les Russes qui nous disent qu'il y a des Russes à bord. Et on va regarder la carte parce qu'il y a plein de choses étonnantes. D'abord, pourquoi les Américains se sont autant attachés à ce bateau à partir du moment où ils veulent l'appréhender au large du Venezuela? Vous voyez, tout ce trajet en pointillé, ça se fait sans transpondeur. Le bâtiment cherche à s'échapper. C'est là où il a changé de pavillon. Il est passé sous pavillon russe. Immatriculé où? Dans la ville préférée de Vladimir Poutine, immatriculé à Sotchi. Ensuite, il est repéré là, appréhendé. Maintenant, il ferait cap au sud. Mais pour moi, le plus important, c'est ce qui se passe entre le 1er août, lorsqu'il part d'Iran, et lorsqu'il arrive au Venezuela. 4 mois et demi. Un trajet qui se fait normalement en 1 mois et demi. Qu'a fait ce bâtiment, notamment en Méditerranée? On n'en sait pour le moment rien, mais a priori, c'est peut-être là qu'est la clé de l'histoire. Merci, c'était parfait. Merci beaucoup, Xavier de Giacomoni. Nous, on se posait quand même une grande question depuis qu'on a appris cette affaire, c'est qu'y a-t-il dans ces cuves? Je rappelle qu'officiellement, pour les Russes, tout ça est vide.
je vous cite. Le bâtiment est très haut sur l'eau, il n'a donc pas de pétrole. Alors, je vous cite le tweet de Romain Melchiarec, qui est excellent sur le sujet en ce moment sur X. Il dit ça peut être quoi? De l'équipement du renseignement, des ressortissants russes. Alors après tout, effectivement, peut-être un aveu de Lavrov dans sa déclaration, Xavier. Un moteur nucléaire, il dit c'est ce qui se trouvait à bord de l'Ursa Major, coulé au large de l'Espagne. Des systèmes de défense sol-air. Je me tourne, c'est vrai, très naturellement vers vous, colonel. D'autres armes, rien du tout. Qu'en pensez-vous? Oui, alors c'est effectivement mystérieux. C'est pourquoi cette affaire qui au départ est finalement assez banale, hein, l'arraisonnement d'un pétrolier fantôme, enfin d'un navire fantôme au large du Venezuela se transforme à la poursuite de Octobre Rouge, quoi, avec un gros déploiement de moyens. Et moi, je fais le lien, par exemple, avec tout le déplacement de forces spéciales au Royaume-Uni au même moment. Et il n'est pas impossible d'ailleurs que ce soit des forces spéciales qui soient intervenues sur ce navire. On voit d'autres images où on le voit descendre en ce qu'on appelle en fast rope, en rope, en corde, et c'est avec un autre hélicoptère d'ailleurs que le Little Bird qui est sur le navire des gardes-côtes. Il y a des déploiements britanniques aussi, il y a des avions de patrouille maritime qui ont été déployés. Il était question aussi de déploiement de bâtiments russes en protection. Ça a été annoncé aussi à un moment. Dont un sous-marin, oui. Oui, un sous-marin d'attaque. On n'a jamais vu. Hein. Donc d'un seul coup, on se retrouve avec une crise internationale. Puis évidemment, j'ai oublié de le dire, ce bâtiment fantôme d'un seul coup qui, au moment où il commence à être traqué, devient soudainement russe, en train de peindre un drapeau russe, en train d'être enregistré immédiatement sur les registres. Donc ça veut dire que oui, ce bateau est précieux pour les Russes, incontestablement, ils y tiennent, et donc il est devenu aussi très précieux pour les Américains qui ont déployé beaucoup de moyens. Et voilà, et le problème, et donc il a été raisonné. Ce qu'il faut remarquer d'abord, c'est au bout du compte, c'est que les Russes ont lâché. Ils auraient pu se défendre, hein, ils auraient pu. Oui, certains ont dit ils ont plié. Après tout, ils ont plié. Les Russes ont peut-être plié face à l'OTAN dans la dernière ligne droite. Oui, alors plié. Alors j'imagine qu'il y a probablement eu quand même un dialogue au plus haut niveau de l'État des deux côtés, hein, sur cette affaire pour. Les Russes l'ont confirmé de leur côté qu'ils avaient eu des échanges pour demander. Probablement. De toute façon, avec ce déploiement, ce niveau de moyens déployés, c'est forcément une affaire qui a été gérée au plus haut niveau des deux côtés. Donc oui, est-ce que à un moment donné, il y a eu un accord, enfin, pour faire ce qu'on appelle une déconfliction, pour apaiser l'escalade, réduire l'escalade. On ne sait pas. On ne sait pas non plus pour l'instant. Alors effectivement, il y a maintenant des Américains qui sont à bord, mais on n'a toujours pas de nouvelles de ce qu'il y a à bord, justement. Alors, grand mystère, je vous le disais, mais vous l'avez dit, importance de ce navire également pour les Américains, parce que ça permet notamment à Trump d'envoyer ce message depuis la Maison-Blanche ces dernières heures, sur X. You can run, but you can't hide. Tu peux courir, mais tu ne peux pas te cacher. Et ça, Sonia Dridi, merci beaucoup d'être en direct avec nous depuis la Maison-Blanche, correspondante TF1 LCI à Washington. C'est un message au monde, on le comprend bien, mais c'est un message à Poutine en particulier. Est-ce qu'aux États-Unis, il est clair que Trump a décidé de faire plier Poutine ? Alors, ce dont on parle de plus en plus à Washington, ce sont les contradictions de Donald Trump entre sa volonté d'apaiser Vladimir Poutine, de faire des compromis, on le voit notamment sur l'Ukraine, et sa volonté d'étendre l'influence des États-Unis dans la sphère occidentale, dans la stratégie de sécurité nationale des États-Unis. Il est inscrit que les États-Unis cherchent une stabilité stratégique avec la Russie, mais de plus en plus, c'est un objectif qui est difficile à atteindre, puisqu'il y a cette volonté des États-Unis d'asseoir leur puissance dans le monde et d'étendre leur influence. Et donc aujourd'hui, par exemple, dans un article, le New York Times parle des risques que cela représente pour les deux parties, à la fois les États-Unis et la Russie. Alors hier, à la Maison-Blanche, la porte-parole a assuré que Donald Trump entretenait toujours de bonnes relations honnêtes avec la Russie et la Chine, malgré ce qu'il s'est passé notamment avec le pétrolier sous pavillon russe hier. Et puis il y a cette déclaration de Donald Trump qui a écrit sur son réseau social également la seule puissance, la seule nation que la Russie et la Chine craignent, eh bien ce sont les États-Unis de Donald Trump. Donc on sent bien qu'il cherche à asseoir sa puissance militaire face à ces deux pays. Merci Sonia Dridi, je vois le marine derrière vous, il est bien là Donald Trump, donc derrière les murs, devant ces murs, devant lesquels vous vous trouvez. Voilà, c'est quand même beaucoup plus simple comme ça. Samantha Bendern, c'est Xavier Titelman hier qui disait « Poutine a fait une erreur majeure en inventant la fausse attaque de drone sur la résidence
c'était le 1er janvier. Il a fâché Trump. Vous êtes d'accord avec ça ? Écoutez, je ne sais pas encore. C'est une question que je me pose. Est-ce que Trump a vraiment décidé qu'il a fini avec Poutine? Il a même dit il y a quelques jours qu'il en avait fini avec Poutine, que Poutine était responsable de trop de morts. Ou s'il se passe autre chose. Une chose qui est claire, c'est que d'un côté, les Américains, dans toute leur communication, insistent sur le fait que c'est un navire vénézuélien. Ils continuent à insister sur le fait que c'est une opération contre contre le Venezuela et contre ceux qui contournent les sanctions contre le Venezuela. Ils ne parlent pas vraiment de la Russie. En même temps, comme Michel Goa l'a expliqué, et vous aussi Xavier, je crois, il y aurait eu un sous-marin russe dans les parages qui se dirigeait vers ce navire. Et un des avions britanniques déployés, le RAF Poseidon, est un avion spécialisé dans la chasse anti-sous-marine. Donc c'est quand même un message aux Russes de dire on n'a pas peur. Et ça rejoint le message de Trump. Mais pour compliquer la chose et pour vous dire pourquoi je n'ai pas encore d'avis, c'est que la presse américaine est en train de faire ressortir un témoignage de Fiona Hill. Fiona Hill, c'était une conseillère de Donald Trump pendant son premier mandat, qui était d'ailleurs à l'université avec moi il y a très très longtemps. Ah, vous l'aviez fréquenté à l'époque? On a commencé à apprendre le russe en même temps, la même année. D'accord. Et qui a donc témoigné en disant que les Russes avaient fait une proposition à Trump en 2018. Elle en a témoigné en 2019. Elle a témoigné en 2019, et je crois que la proposition datait de 2018, en disant, en gros, tu prends le Venezuela, moi je m'occupe de l'Ukraine. Bon, c'était plus compliqué que ça. Fiona Hill et John Bolton, qui à l'époque était le conseiller à la sécurité nationale, auraient envoyé un message très ferme en Russie en disant non, ça ne nous intéresse pas. Mais il y a quand même eu des discussions. Il y a Rudy Giuliani, qui à l'époque était le maire de New York, qui était aussi impliqué. Donc, en tout cas, il semblerait que Poutine ait mis la puce à l'oreille de Trump sur cette idée de diviser des sphères. Donc, pour moi, en tout cas, c'est extrêmement confus. Mais je crois que Trump a décidé de faire ce que Trump veut et que le reste du monde, eh bien, ils s'en foutent. Alors, certains accumulent des signaux faibles ou forts. D'ailleurs, vous direz ce que vous en pensez. Mais dans le même temps, on apprend par la voix du sénateur Graham, le républicain, que Trump aurait validé, tamponné des sanctions assez sérieuses contre la Russie. Donc on se dit, voilà, ça, additionné à ça, ça donnerait une position beaucoup plus ferme depuis quelques heures maintenant de Trump vis-à-vis de Poutine. Oui, il me semble que Trump envoie des signaux quasiment quotidiens à Poutine avec le message suivant: attention, je suis d'accord pour que la guerre s'arrête en Ukraine et que tu obtiennes les territoires que tu réclames, mais en échange, il faut que tu fasses preuve d'un minimum de bonne volonté. Moi, je rapprocherais volontiers cette initiative américaine qui en rappelle une autre. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, l'armée américaine avait déjà arraisonné un navire vénézuélien. Mais je rapprocherais ça de la présence des deux envoyés de Donald Trump en début de semaine à l'Élysée, au moment où il y avait les discussions entre les Européens et Zelensky. C'est-à-dire que Trump dit à la Russie, il faut que cette guerre s'arrête maintenant, et si tu ne veux pas que ça s'arrête, eh bien, je vais me montrer beaucoup moins coopératif. Mais le nombre de signaux, quand même, est assez important. Dans le même temps, Trump veut augmenter de 50% le budget américain de la défense. Bien sûr, il y a la Chine dans son esprit, bien sûr, il y a l'Amérique du Sud, bien sûr, mais il veut porter le budget de la défense à 1500 milliards de dollars. Le tout grâce, on le précise, aux recettes des droits de douane. Mais c'est pas tout. Et on va l'écouter, Donald Trump. On vous en avait parlé en début de semaine. Il a demandé aux industriels de défense d'augmenter la cadence pour la production d'armes. Regardez. Le problème, c'est qu'on ne fabrique pas assez vite nos armes. On va commencer à les produire beaucoup plus rapidement et être très dur avec les entreprises. On a les meilleures armes du monde, mais ça prend trop de temps pour les obtenir. Bon, je vais citer Tucker Carlson, ce qui est l'ultra-conservateur journaliste ou journaliste, comment on le qualifie, Tucker Carlson ? Propagandiste en chef, voilà. Mais qui dit, tout ça, c'est pas un budget de paix, c'est bel et bien un budget de guerre. Margot Haddad. Justement, ce que j'allais vous dire, c'est qu'en fait, on est entré dans la campagne des élections de mi-mandat. C'est ça qui est en train de se passer. C'est-à-dire que quand c'est Lindsey Graham qui a l'oreille des anciens républicains, des faucons républicains, qui pourraient soutenir Donald Trump, alors que Donald Trump avait promis le non-interventionnisme et que là, il est en train de changer de politique, vous avez quelqu'un d'important qui peut expliquer
à cet électorat républicain qu'en fait, ce que fait Donald Trump, c'est justifié. Et c'est pour ça que la remarque de Samantha est très importante. Toute cette affaire, elle est décorée autour du Venezuela et non pas de la Russie. On peut être fort avec tout le monde, mais là, ce qu'on est en train de faire respecter, c'est notre opération autour du Venezuela et personne ne nous échappera, même les Russes. Et quand vous portez ce discours-là, vous essayez de créer tout un narratif autour de cette nouvelle politique qui est cette doctrine Monroe, que Donald Trump a donné lui-même en échangeant cette doctrine Monroe en doctrine de Donald Trump et de Monroe. C'est-à-dire pour le fait de renommer toute chose. Voilà, tout ce qui touche à nos intérêts, eh bien, est justifié. Et donc, mettre de l'argent dans l'armée, nous protéger, faire en sorte de faire des interventions près de l'Islande pour essayer de contourner ce fameux pétrolier, parce que dans la presse américaine, ça reste un pétrolier, hein, même s'il n'y a pas de pétrole. Donc, c'est de justifier ce discours-là auprès de l'électorat. Et on est bel et bien rentré dans la campagne. Alors on guettait aujourd'hui bien évidemment les réactions depuis Moscou. Donc c'est pas Poutine qui a réagi, mais c'est sa porte-parole, Maria Zakharova. Elle dit ceci: le fait que Washington soit disposé à susciter de graves crises internationales est regrettable et alarmant. Elle dit, elle parle d'agissements dangereux et irresponsables des États-Unis. Elle parle de la complicité de Londres dans la saisie de ce navire. Montée de tension malgré tout, ça vous fait sourire légèrement. Ça manque pas de sel, cette remarque venant de la Russie, quoi. Allez-y. Accuser un pays de menacer l'ordre international et de le transgresser et d'être dangereux, d'être déstabilisant, venant de la Russie, c'est quand même assez fort de café. Mais bon, est-ce qu'il peut y avoir une réelle montée en tension derrière? J'appuie le propos parce qu'on a vu des députés comme Alexei Jouravlyov de la Douma qui dit une réponse militaire est nécessaire. Une attaque avec des torpilles, le naufrage de plusieurs navires américains, c'est ce qu'il nous faut. On a vu la montée en pression aussi sur les chaînes Telegram. Vous connaissez tous Anton Garchenko qui a récupéré certains de ces extraits, certains 1000 blogueurs. D'ici ça continue, la question se posera de savoir si Trump devrait être autorisé à physiquement vivre le reste de son mandat. Je pourrais continuer comme ça. Mais est-ce qu'il peut y avoir une tension intérieure, une pression intérieure qui pousse Poutine à aller plus fort? Alors sur cet aspect très particulier là, de ce pétrolier saisi là, c'est en miniature quand même, hein, mais c'est quand même ça ressemble un petit peu à la crise de Cuba quand même en 62, c'est-à-dire que vous avez la Russie, Moscou qui intervient au profit d'un de ses alliés sud-américains et puis pour faire face à ça, qui essaie de mettre en place des armes nucléaires à Cuba, et pour y riposter, les États-Unis instaurent un blocus complet de Cuba et interceptent les navires qui se trouvent là. Et d'ailleurs, c'est là où il y a un moment d'ailleurs de tension, c'est au moment où des navires soviétiques, des sous-marins soviétiques armés de torpilles nucléaires se demandent s'ils ne doivent pas taper sur les navires américains qui les empêchent d'arriver dans la zone. Et là, on a quelque chose qui est finalement un peu similaire, c'est-à-dire un navire russe dont on ne connaît absolument pas la cargaison, mais qui doit être malgré tout assez importante pour justifier tant d'agitation. Qui essaie d'arriver au Venezuela assiégé par les Américains et qui se trouve au bout du compte au cœur d'une crise de type guerre froide. Hein. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu quelque chose de montée de tension comme ça entre Moscou et Washington de cette manière. Et donc oui, c'est une crise comme il y en aura d'autres maintenant. Voilà, on rentre effectivement, on est déjà dans une période de turbulence où des crises comme ça, on en connaîtra assez fréquemment, avec un Donald Trump qui maintenant est saisi peut-être un petit peu du bruit. Je rappelle qu'au début de son mandat, il voulait réduire le budget, d'abord le budget de l'État et notamment celui de la défense. Ça coûtait trop cher. Voilà, tout ça coûte trop cher, machin. Le programme F-35, il avait mis en cause déjà dans son premier mandat. Enfin, bon, et puis là, hop, on bascule complètement. Il faut bien comprendre qu'il a avec cette opération de capture de Maduro, c'est la première opération militaire un peu risquée. C'est le premier risque qu'il a pris véritablement militairement. Et ça a marché. Il a tenté un pari. Et là, il s'est dit, voilà, ça y est, finalement, je peux tout faire. Je suis tout puissant et personne ne m'arrêtera. Et donc, oui, on est aussi, alors plus spécifiquement, dans une période de tension, peut-être un peu plus vis-à-vis de Vladimir Poutine. Il a des mots quand même assez durs. Au passage, je rappelle qu'il y a un grand disparu dans cette affaire, c'est le plan de paix.
qui était, on n'en parle plus du tout, là, le plan de paix qui est russo-américain, enfin plutôt russo qu'américain, qui avait commencé à transiter, qui a fait l'objet de beaucoup de discussions. Maintenant, donc, la balle était revenue à Moscou, et là, la balle, elle a disparu dans Moscou, visiblement, et rien n'a bougé, il faut quand même le rappeler, que strictement rien n'a bougé depuis le début de cette séquence. Donc, effectivement, peut-être que Donald Trump veut mettre aussi peut-être un petit coup de pression sur Poutine. Le risque de l'escalade, Guillaume? Je ne suis pas sûr. Effectivement, le problème, et là je suis vraiment d'accord avec Michel Goya, le problème c'est que ce plan de paix russo-américain, il a disparu, et en tout cas, il n'est plus à l'ordre du jour. Et ça, pour Trump, c'est insupportable, parce qu'il avait trouvé une solution, il était prêt à faire la pression maximum sur l'Ukraine, et voilà que les Russes disent, bah non, finalement, on ne veut pas ces garanties de sécurité pour l'Ukraine, c'est trop difficile. Et je pense que pour Trump, surtout dans cette période effectivement de toute puissance, ça a quelque chose d'inacceptable. Pour autant, je me réfère en ça au nouveau document sur la stratégie de sécurité nationale des États-Unis, qui date de la fin de l'année dernière. Les Américains disent bien, les Russes doivent être un partenaire. Et d'ailleurs, disent-ils dans le même document, il faudrait que les Européens se calment un peu parce que Poutine n'est pas leur ennemi, qu'ils fassent en sorte de s'entendre. Et donc, l'adversaire stratégique, c'est la Chine. Et donc, je pense que Trump envoie des signaux à Poutine en disant « Maintenant, il faut que tu deviennes un peu plus coopératif », mais pour autant, je ne suis pas sûr qu'il y ait une volonté de reconstituer la guerre froide et un affrontement Est-Ouest. Xavier, allez-y. Oui, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que finalement, les sphères d'influence sont respectées. Parce que la Russie n'a rien fait pour empêcher l'arraisonnement du Marinera. Le sous-marin, évidemment, on ne sait pas s'il était là, mais on aurait pu avoir des tirs de semonce, par exemple. On aurait pu avoir une montée des tensions extrêmement forte face à un bâtiment des Coast Guard américains. On n'a pas eu de signes, on n'a pas eu d'intimidation, on n'a rien eu de tout ça. Parce qu'en fait, le Venezuela, Trump a décidé que le pétrole vénézuélien était à lui. Pour contrôler ce pétrole, il a mis un embargo sur toute la côte du Venezuela, et il n'y a pas un bateau qui soit russe, iranien ou chinois, un pétrolier, qui passera pour, en quelque sorte, avec d'énormes guillemets, voler le pétrole des Américains. Ça, pour lui, c'est acté, et visiblement, Poutine ne s'y est pas opposé. Je vous cite François Hesbourg qui disait sur ce plateau hier à la même heure, si Trump ne désescalade pas, ça deviendra très compliqué, parce que là, c'est l'honneur de la Russie qui est en jeu, et parce que les boucles Telegram vont se déchaîner. Moi, je suis un petit peu du même avis que Guillaume et Xavier, et c'est que je suis pas encore convaincue qu'il y a une vraie tension qui monte vraiment de l'intérieur entre la Russie et les États-Unis. Oui, les chaînes Telegram font beaucoup de bruit, les députés de la Douma appellent à l'apocalypse, mais en vrai, je pense que Trump est en train de faire deux choses. Un, il a compris que le dossier ukrainien, il ne va pas y arriver. Et donc, tout ce qui se passe maintenant au Venezuela, l'arrimage de ce bateau, en fait, ça détourne l'attention. On ne parle plus d'Ukraine, et tant mieux, parce que l'Ukraine, ça n'a pas marché pour lui. Pour Poutine, je pense que c'est à double tranchant. D'un côté, ce qui est arrivé au Venezuela et ce qui est arrivé à ce navire est extrêmement humiliant. D'un autre côté, là, on ne parle plus pas du fait que, par exemple, à Dnipro, hier, il n'y avait pas d'électricité du tout, que les bombardements sur l'Ukraine continuent, que l'Ukraine, qu'en Ukraine, comme Michel Goya l'a dit, rien ne change. La guerre continue, le monde s'en détourne, tous les feux sont sur Trump. Poutine ne s'est pas encore prononcé. Il ne s'est même pas encore prononcé sur la capture de Maduro. Alors oui, Sergueï Lavrov s'est prononcé. Sergueï Lavrov a appelé à ce que l'équipage du bateau soit rendu en Russie. Lui-même n'a pas vraiment eu des mots très forts sur cette opération. Donc moi, pour le moment, je sais que vous voulez que je sois là pour donner mon avis. Je n'ai pas encore d'avis. Non, c'est un avis en soi. C'est encore extrêmement trouble. Et que Trump est en train de dire, bon, tu t'occupes de l'Ukraine, mais le big boss sur cette planète, c'est quand même moi. Alors justement, réaffirmer qu'il est le big boss sur cette planète, ça passe par le Groenland. Le Groenland, alors que nous en sommes quand même à nous demander ces dernières heures si les États-Unis vont se payer le Groenland, mais vraiment à proprement parler. Rappel pour ceux qui ont loupé les épisodes précédents, l'option privilégiée par la Maison-Blanche, c'est quand même d'acheter l'île Arctique. Regardez,
Thomas Misraki, Camille Souhaut sont arrivés au Groenland il y a quelques heures. On les retrouve dans un tout petit instant. Ah non, ça y est, vous êtes là. Bonjour à vous Thomas, merci beaucoup d'être en direct avec nous. La lumière est magnifique. Vous avez tourné quelques images avec Camille Souhaut ces dernières heures. On voit dans les magasins des sweatshirts avec écrit « Non, le Groenland n'est pas à vendre ». Thomas, derrière le paysage tout doux, étouffé, beau, enneigé, ce que vous nous racontez, c'est que les Groenlandais veulent très peu parler, osent à peine parler parce qu'ils sont tétanisés. Effectivement, il y a une forme d'anxiété ici. D'abord, au sein de la classe politique groenlandaise. On a croisé ce matin avec Camille Souhaut 2 fois le Premier ministre groenlandais. On a tenté de lui poser des questions et il s'est littéralement enfui en accélérant le pas pour ne pas qu'on puisse revenir à sa hauteur et lui poser les questions qu'on voulait lui poser, à savoir ce qu'il pensait de la situation internationale, des déclarations de Donald Trump, ce qu'il fallait faire selon lui pour essayer de préserver cette indépendance aussi chère aux Groenlandais. On a quand même réussi à parler à des politiques et notamment à l'une des députées de la majorité, une députée d'un parti inuit qui, elle aussi, nous a dit d'abord, avant d'accepter de nous répondre, il faut rester extrêmement prudent, il ne faut froisser personne. Parce que les Groenlandais, en fait, ils jouent sur 2 tableaux. D'abord, évidemment, avec les États-Unis, ils ne comprennent pas l'attitude américaine. Si les États-Unis veulent envoyer des militaires sur place, ils peuvent le faire. Il y a des accords avec le pays. Si les États-Unis veulent continuer à commercer avec le Groenland, ils peuvent aussi le faire. Il existe de très nombreux accords commerciaux entre les 2 pays. On ne comprend pas donc ici pourquoi l'administration Trump a cette intention de racheter le pays et n'exclut pas, et ça inquiète vraiment, d'utiliser la force pour prendre le contrôle du pays. Le deuxième tableau sur lequel jouent les Groenlandais, c'est avec le Danemark. Vous savez qu'ici, la quasi-totalité de ce qui est décidé pour ce peuple groenlandais, 56 000 habitants, ça se passe ici, à Nuuk, là où nous nous trouvons dans cette capitale groenlandaise. À part les relations internationales, ça s'est décidé à Copenhague. Et ça, évidemment, c'est très important pour les Groenlandais d'avoir leur mot à dire sur ce qui va se passer dans ce domaine, parce que la semaine prochaine, comme vous le savez, il y a une réunion avec les Américains, et notamment avec Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, pour décider de ce que vont faire les Américains et de la façon dont ils vont le faire ici, parce que c'est ça le choix. Les Américains veulent renforcer leur présence d'une manière ou d'une autre, alors appelez ça comme vous voulez, prendre le contrôle du pays ou augmenter le nombre d'accords commerciaux et militaires avec le Groenland. Une chose est sûre, et là on en est persuadé ici côté politique, ils ne renonceront pas. Dans la population aussi, beaucoup d'anxiété. Une personne nous disait tout à l'heure, si un pays de l'OTAN, à savoir les États-Unis, attaque un autre pays de l'OTAN, à savoir le Danemark, ce pourrait être le début de la 3e guerre mondiale. Thomas Misraki, par ailleurs, le Danemark tirera d'abord et posera les questions ensuite en cas d'invasion américaine du Groenland. C'est ce que dit le Télégraphe ces toutes dernières heures. Le ministère de la Défense danois a confirmé une règle de 1952. Elle resterait en vigueur si des troupes étrangères envahissent le Danemark et donc Groenland compris. Les soldats danois sont tenus d'ouvrir le feu immédiatement. Principe clair, défendre d'abord, enquêter ensuite. La tension militaire, vous la constatez, elle est palpable pour vous? On a rencontré tout à l'heure 2 militaires danoises qui sont basées ici au Groenland depuis environ 1 an et demi. Il y a approximativement 150 soldats danois ici au Groenland, autant que de soldats américains. C'est pour vous dire, ils sont entre 150 et 200 les Américains sur ce territoire. Et ces 2 femmes nous disaient qu'elles n'imaginaient pas, 2 jeunes femmes, devoir prendre leurs armes pour se battre contre des soldats américains, mais elles feront leur devoir. C'est ce qu'elles nous ont répété. Ici, on a du mal à comprendre ce qui est en train de se passer. On a du mal à l'envisager. En fait, le Danemark est en train de appliquer sa doctrine de riposte et cette doctrine, elle se base sur plusieurs éléments. D'abord, le pilier central de cette riposte, c'est l'OTAN. C'est pour ça qu'il y a une activité diplomatique danoise extrêmement importante, avec un activisme international très prononcé. Les renforcements de capacités de dissuasion. Vous savez que le Danemark a prévu d'investir l'équivalent de 10 à 12 milliards d'euros pour renforcer sa défense, notamment, et ça c'est paradoxal, mais en achetant des avions
américains, des F-35, et puis cette défense totale. Donc, évidemment, on ripostera si jamais on est attaqué. Mais les Danois pensent d'abord à discuter. C'est pour ça que cette réunion est importante la semaine prochaine avec Marco Rubio. Des Danois comme des Groenlandais qu'on a rencontrés ici depuis hier et qui espèrent que l'Union européenne sera aussi au rendez-vous. Une Danoise présente ici tout à l'heure me disait c'est un véritable test non seulement pour le Groenland mais aussi pour l'Europe. Il va falloir faire face. C'est aussi un double front qui s'ouvre pour les Européens avec d'un côté l'Ukraine et maintenant ici le Groenland. La capacité de Thomas Misraki, Camisseau, à nous faire vivre, à nous raconter. Merci, on découvre et les faits et également le décor derrière vous. On a même quasiment acheté, grâce à vous, dans une brocante, sur une brocante au Groenland. Merci beaucoup infiniment, très sérieusement à tous les deux pour votre travail, c'est vraiment formidable. On continue d'aller plus loin. Les gouvernements européens, ça aussi on l'a appris ces toutes dernières heures, prennent très au sérieux les menaces de Donald Trump au point d'envisager la possibilité d'une intervention militaire. Il y a un plan qui est sur la table. Les responsables, Xavier de Giacomoni, je vous emmène avec moi, et je prends aussi mon stylo. Les responsables étudieraient 4 options. Est-ce qu'on peut les examiner ensemble ? Il y a la méthode douce, il y a la méthode dure. On commence par la méthode douce. Méthode douce, méthode moyennement douce et méthode dure. En fait, c'est passer la stupeur et le choc. Danois et Européens et ont essayé de lister les possibilités d'intervenir. Alors, pas de scoop, Amélie, ça va être extrêmement compliqué. Alors d'abord, comme le Groenland est pour Donald Trump un problème avant tout sécuritaire, une des premières solutions serait d'offrir à Trump des garanties de sécurité, tiens, comme on en offrirait aux Ukrainiens, garanties de sécurité dans l'Arctique, renforcer la défense du Groenland, contre qui ? Évidemment, contre les activités militaires de la Russie et de la Chine. Alors le paradoxe, c'est que cela passerait par l'OTAN. Et l'OTAN, tout le monde le sait bien, c'est quand même en grande partie les Américains. Il faudrait augmenter les budgets, déployer des troupes pour sécuriser l'île, organiser de spectaculaires exercices militaires dans la région, mobiliser des moyens considérables pour notamment contrôler ce qui va devenir extrêmement important d'ici la fin du siècle, les 2 nouvelles voies maritimes, le passage du nord-est le long de la Russie et le passage du nord-ouest le long du Canada. Bon. Évidemment, avec la disette budgétaire en Europe, tout ça ne va pas être simple. D'autant plus que la seconde option serait de démontrer aux Groenlandais qu'ils n'ont pas de prix aux yeux de Bruxelles. L'Europe prévoit de doubler ses défenses en faveur du Groenland, seulement à partir de 2028. Au rythme des événements, cela risque d'être un peu tard. La somme annoncée, 530 millions d'euros. Là aussi, on est très très loin de ce que pourrait mettre sur la table Donald Trump. Ouais, alors ça, c'était la méthode douce. Donc il y a une méthode qui est un tout petit peu plus offensive, un peu plus dure. On en parle. Les fameuses représailles économiques, on en parle, vous savez, depuis les tractations sur les droits de douane. Par exemple, le fameux instrument anti-coercition, il est à nouveau agité comme une sorte de bombe atomique économique, une menace déjà brandie qui n'a pas fait reculer Donald Trump. Le bazooka économique ne semble pas exactement la bonne solution. Et puis, qui voit l'Europe sacrifier ses relations économiques au profit du Groenland ? Eh bien, honnêtement, pas grand monde. Merci beaucoup, Xavier de Giacomini. Il y avait une autre méthode. La solution militaire. Voilà. Et oui, on en parlait à l'instant. Mais ça, c'est si et seulement si le Danemark le demandait. Ça a déjà été proposé d'ailleurs. Des pays européens, France, Allemagne en tête, pourraient déployer préventivement des soldats sur le territoire. Alors, pas forcément pour ouvrir le feu sur les Américains, mais comme une force de dissuasion qui n'aurait pas pour mandat d'affronter directement l'US Army, mais plutôt de servir de rempart, de rendre le coût de l'opération militaire beaucoup trop lourd pour Washington, qui donc ne le ferait pas. Mais là, il ne faut peut-être pas rêver non plus. Merci infiniment. Xavier de Giacomini, colonel Goya, est-ce que l'Europe doit effectivement se préparer à une confrontation directe avec les États-Unis ? Et est-ce qu'elle le fait de la bonne manière, selon les dernières informations qui nous parviennent ? Comment dire ? Je pense, Donald Trump veut faire une OPA sur le Groenland. Voilà. Alors une OPA, ça peut être une offre publique d'achat, ça peut être amical, ça peut être inamical. Le plan qui est sur la table, c'est quand même pour l'instant une OPA amicale, avec cette idée au bout du compte d'avoir, après un Groenland très autonome, voire indépendant, de l'associer de la même façon que la Micronésie ou les îles Marshall, d'avoir un statut particulier de protectorat, en fait, très, très clairement, et peut-être que plus tard, qu'ils
qui demanderont à faire partie des États-Unis. Mais l'idée, c'est ça, c'est un protectorat consenti par les Groenlandais. On en est loin. Si ça ne marche pas, effectivement, l'OPA inamicale, c'est on saisit le pays. Militairement, c'est très facile, hein, militairement pour les Américains de le faire, ça pose aucun problème. En quelques heures, ça peut être fait, d'occuper le terrain. Maintenant, il faut quand même rappeler que Trump ne fait pas ce qu'il veut non plus avec les forces armées. Il est un peu obligé quand même un peu de tenir compte, au moins du Congrès et un peu de son opinion. Les forces armées s'opposeraient ? Non, c'est pas l'armée. Enfin, l'armée l'obéira, mais à condition quand même que il y a un minimum de légalité. Alors, si on prend l'exemple vénézuélien, peut-être que si d'un seul coup un indice, à surveiller, si d'un seul coup on découvre un trafic de graisse de phoque en direction des États-Unis qui fait des ravages aux États-Unis. Là, il faut peut-être s'inquiéter. Narcoterrorisme sur la base. Voilà, il faudra peut-être s'inquiéter parce qu'il faut quand même un bon prétexte une bonne raison pour les États-Unis quand même d'agir militairement, pour les États-Unis, pour Donald Trump d'agir militairement. Et je pense que les freins, ils seront d'abord américains. Et les freins sont d'abord, avant même d'être européens, ils sont d'abord américains. C'est-à-dire, je pense qu'il y a quand même aux États-Unis un certain nombre de gens qui disent faut pas déconner non plus, s'attaquer à un allié fidèle en plus comme le Danemark, provoquer une crise majeure, mettre fin à l'OTAN, avoir une crise avec nos amis européens profonde. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de tenter le coup? Autant faire les choses plus doucement. Maintenant, nous Européens, oui, bien sûr, on est puissants. La seule manière d'éviter une intervention militaire, on l'a dit, c'est effectivement peut-être d'avoir une force dissuasive, de la même façon qu'on a des forces européennes qui sont dans les pays baltes, en Estonie, en Français, en Estonie, pour les mêmes raisons que celles qui étaient évoquées, et avec aussi l'idée que il faudrait se battre. Dans ce cas-là, il faudrait dire, non seulement il faut se déployer, mais dire, voilà, si les Américains débarquent, on se battra contre eux. Alors ça, on se battra un petit peu, mais on montrera que ça fera monter le coût, surtout le coût politique pour les Américains. Alors, j'ai tellement de questions à vous poser. Oh là là, il nous faudrait 3 heures. Bon, une confrontation directe avec Trump, ces mots, vous l'avez compris, les guillemets, ce ne sont pas les nôtres. Dans Politico, c'est un diplomate européen qui le dit. Nous devons nous préparer une confrontation directe avec Donald Trump. Vous êtes d'accord avec ça, Margot Haddad ? Est-ce qu'on en a les moyens ? Là est la question. Parce que ce que va faire Donald Trump, moi je suis d'accord avec le colonel Goya, il n'y aura pas d'armée américaine qui va envahir le Groenland, qu'on soit très clair là-dessus. Il va y avoir ce qui s'est passé pour les îles Vierges, c'est-à-dire mettre un sacré pactole pour les racheter. C'est ce qu'ils ont fait avec le Danemark, il y a déjà quelques années. C'est ce qu'ils ont fait pour l'Alaska, avec la Russie également, qui est devenu tout de même le 49e État des États-Unis. Donc il y a dans cette logique américaine, c'est-à-dire d'essayer d'asphyxier ceux qui ne veulent pas donner tel ou tel territoire pour obtenir un territoire comme le Groenland. Ce qu'ils sont en train de mettre en place également, parce qu'il s'avère que je suis en contact avec l'envoyé spécial pour le Groenland de Donald Trump, qui est Jeff Landry, qui est le gouverneur de Louisiane. Donc il faut toujours se méfier sous Donald Trump de ce que deviennent les personnalités politiques. Et eux vous disent... Mais en fait, à qui il faut demander ça ? Il faut demander ça aux Groenlandais. Si nous, on leur propose une indépendance aux Groenlandais, pourquoi ils n'accepteraient pas qu'il y ait des entreprises américaines qui viennent sur leur sol ? Parce que là, l'économie groenlandaise, elle est picousée, en fait, à l'aide des Danois. Il y a des traités qui sont mis en place. Il n'y a pas une véritable autonomie de ce territoire. Il n'y a pas une indépendance des Groenlandais. Et là, sur quoi jouent également, et c'est ce qu'ils ont fait au Venezuela également, c'est-à-dire jouer en même temps sur le terrain politique, essayer d'agiter ce qu'il se passe au niveau des autochtones, de leur dire, si vous voulez votre indépendance, laissez-nous faire un deal avec les Danois pour qu'on puisse vous aider à avoir votre indépendance et en même temps mettre nos entreprises. Et comme nous, on s'en fiche un peu du climat, parce que c'est ça la réalité. Pourquoi il y a des gisements qui ne sont pas utilisés au Groenland ? C'est parce qu'il y a une préservation du Groenland. Donald Trump s'en fiche un petit peu et... Allez, on y va, on envoie les entreprises américaines et on fort. Alors, vous connaissez les États-Unis par cœur ? Margot Haddad, vous y avez vécu pendant plusieurs années. À l'instant, le colonel dit, mais le principal frein pour Trump, ce sera peut-être la politique intérieure. C'est vrai que ces dernières heures, on a vu des sénateurs, 8, je crois précisément, hausser le ton en disant maintenant, il faut arrêter les frais. On a vu des articles fleurir disant que... Voilà, il y avait certaines limites à l'impérialisme.
Est-ce que même les républicains peuvent tenter de stopper Donald Trump dans son entreprise? Ça dépend comment vous racontez ça aux Américains. Vous savez, lors de son discours d'investiture, Donald Trump a cité un président que personne connaissait, c'est le président McKinley. Et le président McKinley, eh bien, sa doctrine, c'était de dire très clairement, il faut que les États-Unis deviennent une puissance mondiale et tout ce qui eh bien, peut contrer notre souveraineté nationale et notre expansion, eh bien, c'est ça notre limite. Et si vous racontez ça aux Américains en racontant ça comme l'âge d'or des États-Unis, eh ben, vous pouvez faire passer le message d'une certaine manière. Je voudrais vous montrer une autre réaction depuis la Russie. Très très vite, il a réagi, Dmitriev. Il est très très réactif, ça n'en pas douter. Il a dit ceci: les va-t-en-guerre européens veulent soudain déployer les troupes à tort et à travers. Et il ajoute: peut-être devraient-ils divulguer leur participation dans les entreprises de défense de l'Union européenne et leurs profits réalisés à partir de celles-ci. Mais là, on voit Dmitriev qui critique les Européens, mais pas les États-Unis. Hier, il a aussi dit, je crois que c'est un député allemand qui a dit en gros, si les États-Unis attaquent le Groenland, on va s'emparer de toutes les bases américaines en Europe. Dmitriev a tweeté en répondant: il ne faut pas fâcher Daddy, en faisant référence à quand Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN, a appelé Donald Trump Daddy. Donc là, ce tweet montre bien que l'entente entre la Russie et les États-Unis, elle n'est pas totalement, pas totalement cassée, que les Européens restent aux yeux d'une grande partie de l'élite russe comme les vrais méchants de l'affaire. Donc moi, ce que je redoute plus pour le Groenland, ce serait une opération informationnelle, une opération qui ressemblerait un petit peu à ce que les Russes ont fait dans le Donbass, c'est-à-dire faire marcher les réseaux sociaux, faire marcher les trolls à fond, aller chercher les indépendantistes anti-danois pour faire monter une espèce de sauce, créer un référendum dans lequel les Groenlandais voteraient pour une indépendance qui serait suivie par soit une annexion aux États-Unis, soit un traité de libre-échange ou autre avec les États-Unis. Oui, moi je crois aussi à cette hypothèse-là, à ce bémol près que les Groenlandais sont des gens aussi intelligents que nous tous, et que donc ils sont capables de savoir où est leur intérêt sans nécessairement être lobotomisés entre guillemets par les actions russes. Vous savez qu'il y a beaucoup d'opposition au Danemark, au Groenland. Les relations sont très difficiles avec le Danemark. D'ailleurs, il y a une large autonomie. L'envoyé spécial le rappelait tout à l'heure. Moi, je pense que c'est probablement ça qui va se passer, parce que de toute façon, cette escalade militaire, elle est totalement non crédible. On n'imagine pas un seul instant des pays comme l'Italie aller se battre contre les États-Unis pour défendre le Groenland. Je rappelle à nos téléspectateurs cette information, elle est importante. Laurent Vinatier a été libéré, on l'a appris dans l'après-midi. Regardez la réaction de notre ministre des Affaires étrangères qui a reçu dans la foulée Laurent Vinatier et ses proches au Quai d'Orsay. Il dit ceci, voilà: heureux et soulagé d'accueillir Laurent Vinatier, photo à l'appui, au Quai d'Orsay à son retour en France. Oui, après 581 jours de détention en Russie. Bien sûr, on en reparle sur LCI. Je vous remercie beaucoup Xavier de Giacomoni, Margot Haddad, merci Colonel, merci Guillaume Roquette, merci beaucoup Samantha Bendern, merci beaucoup à vous de nous regarder bien évidemment, et vous pouvez également nous écouter en marchant, dans le métro, dans votre voiture, le podcast. C'est ça aussi le grand dossier. Le QR code, il est en bas, vous le flashez, vous le scannez. Deezer, Spotify, Apple Podcast, on sera de toute manière ravis de vous retrouver.